Il groove ce jingle, hein, il est pas mal. Bon, voilà, ça y est, on est de retour pour cette deuxième partie. Merci à ceux qui nous rejoignent je vous rappelle, le lancement, en fait, hein, aujourd'hui, sur ce webinaire du guide transporté édition 2021 qui est disponible sur la plateforme. Vous pouvez le télécharger en digital. Il faudra attendre septembre pour avoir la version physique que vous pourrez mettre sur vos bureaux, puisqu'on le sortira à l'occasion du SITL qui sera là, début septembre. Encore une fois, merci à nos partenaires, Arcade, Avocat, Connex, Cotecna, DDS, Digital Supply Chain, Militzer et Munch. On a déjà vu Jean-Michel ce matin, le Port d'Anvers, Port de Barcelone, Qualitaire. Voilà, merci à tous ceux qui nous soutiennent, c'est important. Alors, on va parler maintenant d'optimisation des opérations douanières. On a vu les incoterms ce matin. Ce qui était intéressant, je pense qu'on a tous appris quelque chose, parce que c'est vrai que, surtout sur les nouveaux incoterms, on n'est pas encore tous... c'est des incoterms 2020, donc voilà. On a fait un peu moins d'export, donc on est un peu moins familiarisé. Mais bon, vous avez bien vu que la maîtrise de l'incoterm est un point important et qui peut avoir des conséquences importantes sur votre rentabilité. Deuxième point à optimiser, la douane. Et alors, pour parler de ça, on a encore Jean-Michel Poncet de Militzer. Bonjour. Michel. Bon, alors je ne te représente plus. Enfin, si, je ne sais pas si tu t'es bien présenté tout à l'heure d'ailleurs. Tu avais un peu de présentation. Car refais-nous un petit coup de présentation de Militzer, s'il te plaît. Ok, donc Jean-Michel Poncet, donc je suis le directeur d'agence douane France de la société Militzer et Munch. La société Militzer et Munch, c'est une société qui est à la fois commissionnaire en transport et RDE, représentant en douane enregistré, le nouveau terme que l'on emploie pour parler d'un transitaire ou d'un commissionnaire en douane. Donc notre activité est vraiment d'organiser des transports, mais d'accompagner l'ensemble de nos clients sur l'ensemble des procédures douanières, non seulement sur la production d'une déclaration classique, que ce soit déclaration de douane à l'import, mais aussi à l'export, mais aussi on fait de plus en plus de l'accompagnement et de la formation douanière. Voilà. Super, merci. Deuxième intervenant, ça va être Alban Gruson. Alban Gruson qui est dirigeant de Connex. Bonjour Alban. Bonjour Marc, bonjour à tous. Ah, on t'entend pas très bien, alors peut-être que le son n'est peut-être pas assez fort. Je te dis ça à la régie. Petite description de Connex, Alban. Eh bien, Connex, ça fait 36 ans qu'on est éditeur de logiciels dans le domaine douanier, très spécialisé sur ce créneau et donc compétent évidemment en matière de réglementation douanière. On est également depuis maintenant 2005 à peu près, plateforme de communication avec les administrations douanières et on sert donc de relais entre les opérateurs et ces administrations pour faire passer les messages dans le cadre de la dématérialisation des déclarations douanières. Voilà, rapidement résumé, c'est une équipe d'une petite soixantaine de personnes. On a eu également une filiale qui s'appelle EDI. Ah, on a perdu le son. Voilà. Allô ? On a perdu le son, mais c'est pas grave, ça va revenir. Alors, pour vous dire quand même, vous avez de la chance là, tous là, qui est derrière votre écran, parce que Alban est quand même considéré comme un des sachants, un des meilleurs sachants de la douane en France. Il fait référence sur le sujet, donc on va l'écouter avec attention. Merci, maître, d'être présent. Autre référente, Catherine Amandio de l'Audace. Bonjour Catherine. Bonjour Marc, bonjour à tous. Donc Catherine Amandio, je suis déléguée adjointe de l'Audace. Donc l'Audace est une association loi de 1901 qui existe depuis 1972. On fera nos 50 ans l'année prochaine. Ah bah, tu l'étais pas. Hein. N'est-ce pas, hein? En même temps, j'étais pas née à la naissance de l'Audace, mais bon. Mais je travaille à l'Audace quand même depuis 23 ans maintenant, hein, depuis 98.
Wow. Et je suis formatrice, entre autres, à l'Audace, mais je fais plein d'autres choses. Et l'Audace, elle, est un organisme de formation et d'information sur la matière douanière. Donc, on propose à la fois des formations inter- ou intra-entreprises, mais aussi notre but est de représenter nos adhérents et de faire entendre la voix de nos adhérents auprès des différentes administrations et de les informer sur justement toutes les facilités que peut offrir la réglementation douanière par le biais soit de séminaires, de veilles réglementaires, d'aide à ses adhérents. Donc, on a plus de 250 entreprises ou groupes ou personnes adhérant à notre association. Et donc, on est là pour les informer et les former. Belle association et aussi référente, c'est vrai, dans le domaine de la douane. C'est Claire, je crois, pour le port de Barcelone qui doit être présente. Oui, Bonjour, tout à Claire. fait. Bonjour à tous. On passe du port de Anvers au port de Barcelone. Et oui, il faut un petit peu de Méditerranée et de soleil dans tout ça. Donc Claire Pérez, je représente le port de Barcelone en France. Je suis accompagnée aussi par Nathalie Thomas qui s'occupe plutôt de la région ouest. Et il y a un double rôle, à la fois la promotion des services du port, les connexions maritimes et ferroviaires notamment, les services logistiques aussi. Donc toute la promotion de ces services en France et aussi l'accompagnement des utilisateurs français du port, donc leur apporter des outils au quotidien pour traiter les flux via Barcelone. Voilà. Ok. Et enfin, quelqu'un qui nous fait l'amitié en fait d'être le témoin, un peu entreprise en fait, hein, qui va nous dire un peu ce qu'elle en pense et poser ses questions un peu comme une référente sur le sujet, qui est Béatrice Pennec. Bonjour Béatrice. Toc, voilà, parfait. Bonjour Béatrice. Ah, on n'a pas de son, Béatrice. Vous n'avez pas oublié votre micro. Il faut Oui, réactiver. Voilà, c'est parfait. Bonjour Béatrice. Bonjour, excusez-moi. Voilà. Alors moi, je suis référente douane chez Spirit Aérosystème. Et voilà, je viens justement. C'est une entreprise qui fait quoi? Qui fait quoi, on est dans le secteur aéronautique et donc on travaille sur le fuselage F-15 et on livre pour Airbus. On est dans l'aéronautique, voilà. C'est des petits ensembles pas compliqués du tout à fabriquer, donc avec zéro problème. Donc très bien. On va commencer. Alors, l'idée dans cette session, c'est de se dire un peu comment on va optimiser ou comment peut-on optimiser la douane, ce qui n'est pas toujours très simple. Et je pense que la première des choses est, je pense, d'avoir des gens qui savent de quoi ils parlent, n'est-ce pas, Catherine? Tout à fait. Tout à fait. Pour optimiser la douane, encore faut-il la connaître. Faut-il connaître qu'il existe des optimisations et des facilitations. Beaucoup d'opérateurs voient la douane comme d'abord un organe de contrôle, ce qu'il est, clairement, mais ils contrôlent quoi? Ils contrôlent les marchandises et la régulation des marchandises, qui est là aussi pour protéger les entreprises. Mais en contrepartie, la douane, elle est là aussi pour faciliter le commerce licite et aider au développement des entreprises européenne, puisque nous, en douane, on parle quand même beaucoup européen, mais aussi française avec la douane française. Et pour ça, la douane offre un panel de simplification et de facilitation qui vont permettre aux entreprises d'optimiser leurs opérations. Je sais que parmi nos intervenants, plusieurs vont les détailler. Mais il faut connaître. Il faut déjà connaître et acquérir une compétence pour pouvoir mettre la douane dans la stratégie de l'entreprise. Parce que la problématique actuellement, c'est que souvent les entreprises ont une stratégie transport, une stratégie commerciale, et elles n'intègrent pas forcément la stratégie douanière dans ces problématiques-là, alors que forcément, pour faire du commerce, pour faire du transport, on va passer des frontières et donc on va avoir affaire à la réglementation douanière. Donc il faut intégrer la stratégie douanière et pour ça, il faut des compétences en interne. Alors pourquoi? Puisque l'entreprise, c'est elle qui connaît ses produits. C'est elle qui connaît ses flux, c'est elle qui connaît ses fournisseurs, c'est elle qui connaît ses clients. Donc, elle va pouvoir, et elle va avoir un certain nombre de partenaires, notamment les RDE, les transporteurs. Donc, il faut qu'elle intègre cette compétence en interne
au moins au niveau stratégique. Qu'ensuite, on délègue l'opérationnel à des prestataires extérieurs, pourquoi pas, mais qu'on internalise ou qu'on externalise la douane, dans tous les cas, c'est l'entreprise qui connaît ses flux et ses produits. Et donc, une bonne connaissance de la réglementation va permettre d'optimiser tout ça. On l'a vu déjà ce matin en parlant des incoterms, c'est effectivement l'entreprise qui maîtrise les incoterms. Jean-Michel parlait aussi du code douanier, c'est pas le prestataire qui classe, c'est l'entreprise qui connaît son produit, donc qui peut classer sa marchandise. Et donc, connaître ses produits, ses flux, optimiser la réglementation va permettre des gains substantiels pour l'entreprise grâce à un panel de simplification, qu'on aille sur les accords commerciaux dont parlait aussi ce matin l'ICC, qu'on aille sur des régimes particuliers dont va parler, je pense, Alban. On va avoir besoin de cette compétence. Et par ailleurs, donc, la réglementation réserve certaines facilitations aux entreprises qui ont une compétence douanière, comme par exemple être RDE déjà, il faut prouver sa compétence, mais aussi être destinataire agréé transit ou expéditeur agréé transit, être opérateur économique agréé ou bénéficier d'une garantie globale. Tout ça, ce sont des facilités qui vont demander de toute façon une compétence en interne. Et puis, il y a la réactivité aussi. Par rapport aux événements géopolitiques, quand on maîtrise ces opérations, on peut aussi être beaucoup plus réactif lorsque vous avez tout d'un coup des nouveaux droits qui apparaissent parce que vous avez la guerre sur l'acier entre la Chine et les États-Unis. Ça a une répercussion mondiale. Donc voilà un petit peu, je pense que pour avoir de la réactivité, pour optimiser et pour gagner, il faut avoir une compétence interne. Et ça passe aussi par la formation, bien sûr. Deux petits mots sur l'opérateur économique agréé qui, oui. Alors je vais être très méchant, mais qui pour moi n'a pas une grande utilité douanière, enfin vous allez me dire bien sûr l'inverse, mais bon, mais qui par contre a une utilité finalement qui est d'obliger son entreprise à se faire certifier et donc quelque part à maîtriser finalement le côté douanier. Alors l'opérateur économique agréé, déjà vous avez deux volets. Il y a le volet sûreté-sécurité qui permet de fluidifier les flux et la supply chain dans le cadre des nouvelles mesures sûreté-sécurité qui sont apparues après les attentats de 2001. Donc là, on a une vocation sûreté-sécurité. C'est souvent celui qui demande le plus d'investissement pour les entreprises, puisque ça demande souvent de mettre en place des caméras, des badges, des contrôles sûreté, etc. Puis vous avez le volet OEA-C, simplification douanière, qui lui permet quand même d'accéder, comme je l'ai dit, à un certain nombre de simplifications. Donc il a une utilité pour permettre d'accéder à certaines simplifications, et aussi lorsqu'on a ce label, parce que c'est un label qualité, l'OEA, lorsqu'on a ce label, ça permet pour acquérir pour demander d'autres autorisations qu'on ne repasse pas des audits. Ensuite, c'est structurant pour l'entreprise. Ce que nous ont dit beaucoup, nous, d'entreprises qui sont OEA, c'est que c'est vrai que ça a demandé beaucoup de travail de mise en place. Là, je parle pour les témoignages d'entreprises OEA. Mais que derrière, ils en ont retiré justement, ça les a obligés à analyser faire une cartographie de leurs flux, à analyser leurs flux, leurs produits, à se rendre compte justement qu'il y avait des niches d'optimisation en fonction de leurs flux. Donc, ça a été souvent très structurant. Donc, en soi, actuellement, nous, le ressenti qu'on a, c'est que les entreprises demandent plus, notamment à l'OEA-S. Elles trouvent que, par contre, il y a pas assez de retour sur investissement sur l'OEA sûreté-sécurité, mais que le OEA-C, par contre, même s'ils en voudraient plus, et c'est normal, parce qu'il y a aussi d'investissement, c'est ces simplifications douanières, customs. Okay. C'est celle qui permet d'accéder à un certain nombre de simplifications liées aux douanes, comme une autorisation de garantie globale, de baisser ses frais financiers parce qu'on peut obtenir des dispenses de garantie. Voilà, il y a tout un tas de choses qui sont facilitées lorsqu'on est EA simplification douanière ou C. Et donc, sur le C, je pense que les entreprises ont l'impression, en tout cas, d'avoir plus de retour sur investissement, même s'il y a encore peut-être réglementairement du travail à faire. Béatrice, vous êtes OEA ou vous n'avez pas fait de process en fait, sur le sujet? Alors justement, j'essaie de convaincre tout le monde pour qu'on devienne OEA et je suis en train de travailler dessus. Bon, c'est sûr, c'est quelque chose sur lequel je tiens à cœur.
Et j'espère pouvoir aboutir l'année prochaine. Mais oui, Et vous êtes la seule référente douane dans l'entreprise ou est-ce qu'il y en a d'autres? Non, dans mon entreprise, je suis toute seule, donc c'est pas facile. Et non, mais je connais déjà Madame Amandio, j'ai déjà suivi une formation à l'Audace. Là-dessus, c'est indéniable, j'ai bien apprécié. J'ai toujours les supports, donc Bon, ça aide, c'est très utile. Mais oui, mais le plus dur, c'est la solitude, voyez-vous. Et quand on veut avoir des informations auprès de la douane, c'est pas facile non plus. Oui, ça c'est un point qu'on abordera un peu plus tard. Alban, qui lui a toutes les informations qu'il veut au passage. On essaye. La douane fait homme. Donc plus sérieusement, Alban, est-ce qu'on pourrait balayer quelques procédures avec toi douanière qui nous permettraient effectivement déjà de poser le cadre, entre guillemets, parce qu'en fait il y a beaucoup de procédures douanières. Il y a le cadre général et en fait, à l'intérieur du cadre général, on a pas mal de procédures qui sont intéressantes à connaître. Ok, je vais quand même balayer un peu le panorama douanier actuel dans le cadre de l'optimisation des opérations douanières. Je dirais... Alors, c'est moi ou il y a un problème de son là? Non, il y a un problème de son. Il y a ton son qui s'en va, on ne sait pas pourquoi, Alban. Il y a des moments où il y est, des moments où il n'y est pas. Et... Allô? Allô. Là, on t'entend. Non, on t'entend pas. Ah si, ça y est, pardon. Je disais que la douane a fait longtemps l'objet d'un certain obscurantisme. Les entreprises se plaisant à se ranger derrière leurs commissionnaires en douane qui, à l'époque, intervenaient purement en représentation indirecte et uniquement en représentation indirecte, ce qui fait qu'ils prenaient la responsabilité des déclarations qu'ils établissaient à l'égard de l'administration, ne disposant que d'un recours sur leurs clients en cas de fausse information. Et donc, ils apparaissaient vraiment comme un rempart entre l'administration et l'entreprise, ce qui était assez apprécié. Bon, depuis ce temps-là est apparue la représentation directe que chacun connaît. Donc, le prestataire qui s'appelle RDE maintenant devient simple mandataire et donc laisse l'entreprise directement face à sa douane en termes de responsabilité. Ce qui fait que les temps ayant changé, l'entreprise a dû effectivement se prendre en charge pour mieux comprendre les aspects douaniers et au moins essayer de maîtriser ces aspects dans le cadre de ces flux commerciaux et industriels. Tu veux dire qu'il y a en fait un report très net des obligations douanières à l'entreprise et que en fait là où on n'était pas forcément obligé de faire des choses auparavant, là aujourd'hui en fait c'est à la charge du chargeur, quoi, de l'entreprise. Alors pendant ce temps-là, effectivement, la réglementation communautaire a également évolué, les nouvelles technologies sont arrivées, on a tout dématérialisé, l'ensemble des documents a été remplacé par des messages. Ces messages, évidemment, sont d'une plus grande rapidité en termes de transmission et semblent faciliter quand même nettement les relations avec l'administration. Pour cela aussi, des outils informatiques tels que les nôtres prennent en charge le traitement des formalités de contrôle et d'interface avec les ERP des entreprises, ce qui permet effectivement une cohérence dans l'information qui circule entre les ERP et l'aspect douanier. Tous ces facteurs, effectivement, ont définitivement fait passer les entreprises d'un mode passif à un mode proactif. Donc aujourd'hui, effectivement, on est dans ce mode proactif et je reviendrai également sur l'OEA. C'est effectivement le gain de l'OEA, c'est effectivement la fédération au sein de l'entreprise des différents services qui concourent en finale à l'aspect douanier.
Et je rejoins tout à l'heure la personne qui a dit « Moi, je suis toute seule dans mon entreprise. Je la comprends, j'ai souvent constaté ça. Le savoir douanier, à une certaine époque, n'était pas partagé par tout le monde. Et les douaniers, entre guillemets, de l'entreprise se trouvaient dans une espèce de box un peu comme des pestiférés qui embêtaient tout le monde. Et donc, effectivement, c'est facile. Je lui souhaite bon courage. C'est gentil. C'est gentil pour elle. Alors sans aller jusqu'à dire que la compétence douanière, c'est banalisé, on peut dire au moins qu'elle s'est répandue considérablement ces dernières décennies. Ça permet quand même d'éviter surtout des erreurs qui sont souvent génératrices de contentieux, coûteux, mais aussi de faire usage des bons dispositifs pour l'exploitation. Alors, je vais essayer de faire un record, c'est que je vais partager un écran avec vous, si vous le voulez bien. Mais volontiers. Volontiers. Donc, tu fais partager en bas, un share, et ensuite tu choisis si tu veux partager un écran ou une fenêtre. Pendant que tu partages, je pense que j'ai oublié de dire à Catherine qu'elle intervient quand elle veut. Hein. Écoutez, moi je dirais à Béatrice qu'on n'est pas si seul que ça en douane, qu'il y a des réseaux et qu'il ne faut pas hésiter à les utiliser. Je sais que la douane a mis en place des clubs OEA en région. Je pense que même à partir du moment où vous voulez être OEA, je pense que vous pouvez être admis dans ces clubs. Ils organisent de plus en plus de réunions, les pôles d'action économique aussi en région. Bon, après, bien sûr, nous, à l'Audace, on est aussi un réseau d'entreprises. Hein. Notre but, c'est aussi d'avoir nous avons des commissions politiques douanières, de benchmark entre nos adhérents. Donc, c'est aussi l'échange qui fait. Donc, il ne faut pas hésiter à se rapprocher, je pense, de tous ces organismes qui proposent des réseaux parce que c'est dans l'échange. En matière douanière, c'est l'échange. Il y a beaucoup, par rapport à d'autres matières comme la fiscalité, on a parfois un peu tendance à être individualiste. En douane, je trouve qu'il y a beaucoup de partage entre les opérateurs et voilà, pour se sentir un petit peu moins seul, Béatrice. Alors, peut-être aussi qu'il y a des choses qui sont possibles à Paris et puis moins en province aussi. Hein. C'est pour ça que je pense qu'il faut se rapprocher des PAE qui organisent de plus en plus de réunions en province aussi. Oui. Alban, si tu n'arrives pas à partager, tu m'envoies ton truc. Ça y est, là, je ne sais pas, est-ce que vous voyez mon écran, là? Non, je crois pas. En fait, il faut que tu le lances et ensuite le réalisateur a la main dessus, en fait. Donc, je l'ai lancé normalement, mais... ou sinon tu m'envoies et puis je le passerai. Tu cliques sur partager en bas, en fait. En fait, tu n'es pas allé jusqu'au bout de la démarche, je pense. Screen, si. Voilà. Bon, au bout de ça, tu me l'envoies et puis je te le partage. C'est pas grave. Ou alors ça on fait sans. Allemand. Voilà. Voilà. Impeccable. Bon, on va y arriver. Nickel. C'est bon. Donc, dans les régimes qui, effectivement, et les dispositions qui permettent à l'entreprise, effectivement, de gagner, je dirais, des points, le premier qui apparaît, c'est le dispositif de dédouanement centralisé national. C'est une disposition qui est assez récente, bien que maintenant assez répandue quand même. Elle offre la possibilité à un opérateur de domicilier toutes ces opérations, quel que soit le lieu de situation de la marchandise sur le territoire national. Ce bureau, appelé bureau de dédouanement, sera relayé en cas de contrôle par les différents bureaux de présentation situés à proximité des marchandises. Donc, où qu'on soit, on a, quel que soit le bureau de présentation de la marchandise, où qu'on soit, que ce soit à Lille, à Marseille ou à Lyon, ou à Paris, on a un bureau de dédouanement centralisé. C'est évident que ça permet à l'opérateur d'économiser en compétences et de mieux rentabiliser son exploitation en concentrant l'ensemble de ses flux marchandises en une seule main, plutôt que d'avoir une dispersion, effectivement, de compétences auprès de chacun des bureaux de situation des marchandises. Donc ça, c'est un grand progrès. Alors derrière se cache encore cette possibilité en termes de l'Union européenne, en termes communautaires, puisqu'il est prévu dans le CDU
cette procédure de dédouanement centralisé communautaire, mais pour l'instant, elle a été reportée, considérant que les États membres, au niveau de leur informatisation, devaient effectivement encore mettre des choses au point, et voire même peut-être créer un hub communautaire. Donc tout ça demande du temps, et comment dirais-je, l'agenda de sortie des évolutions liées au CDU a été reporté à 2 reprises. Donc ça, pour l'instant, c'est possible qu'en France. C'est possible qu'en France, oui. Enfin, peut-être dans d'autres États membres aussi, hein, mais nationalement essentiellement, c'est ça que je veux dire. Okay. Bon, après, dans les dispositifs utiles pour l'entreprise, ce sont les régimes particuliers, bien entendu. Il y en a 3. Hein. Le premier, c'est l'entrepôt sous douane. Il s'agit de la possibilité de placer une marchandise dans un magasin tout en conservant son statut de marchandise tierce, c'est-à-dire sans lui appliquer les droits et taxes qui auraient été dus si elle avait été mise à la consommation. Donc on voit dans le schéma qui est là, marchandise tierce hors UE, qui rentre dans l'Union européenne sous un IM en régime douanier 71 00 s'il n'y a pas eu de régime précédent. On la stocke sous douane. Elle est donc pendant ce temps-là en suspension des droits et de la TVA. Hein, et au moment de la sortie, on a le choix d'un certain nombre de régimes qui peuvent s'appliquer, soit la mise en libre pratique, c'est-à-dire le seul paiement des droits de douane et éventuellement l'envoi vers un autre État membre, la mise à la consommation, le paiement des droits de douane et de la TVA et d'autres taxes s'il y en a. Troisième possibilité, la réexportation, c'est-à-dire on va envoyer la marchandise en dehors de l'Union européenne. Et on a aussi les autres régimes particuliers en sortie, puisque on peut, à partir d'un stockage sous douane, passer dans un autre régime particulier, tel que ceux qu'on va évoquer juste après. Donc, alors, à la sortie, si on prend là, j'importe de Chine, je place des marchandises sous ce régime particulier d'entrepôt sous douane. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? On a effectivement une suspension de l'ensemble et ensuite avec les différents cas qui vont s'appliquer. Donc ça veut dire qu'on est dans un régime suspensif. Et comment on fait là? C'est physique ou c'est simplement informatique? C'est à la fois physique et informatique. Bien sûr, la marchandise est physique, donc on la met bien dans un entrepôt. Il faut savoir éventuellement où elle se trouve pour assurer les contrôles. Donc il y a une partie qui est gestion physique. Et puis après, il y a une partie qui est gestion administrative, c'est effectivement les comptabilités matières, ce qu'on appelle d'entrée et de sortie, avec un état des stocks permanent qui doit être tenu à disposition de l'administration en cas de contrôle, bien évidemment. Donc on a un tout petit peu outillé quand même, quoi. Oui, il faut quand même. Mais l'avantage, effectivement, c'est qu'on peut éviter de payer les droits de douane tant que la marchandise n'est pas vendue sur le territoire de l'Union européenne, ou éviter de payer les droits de douane si la marchandise n'est pas destinée à l'Union européenne, mais à un pays tiers, et ne pas surcharger comme ça les coûts les uns sur les autres. Donc, c'est quand même un régime douanier très, très important. Okay. En fait, on ne paiera les droits et taxes qu'à la sortie du stockage, sauf réexportation. Donc ça, c'était le premier régime. Ça, c'est le premier régime particulier. Alors le deuxième, il est encore un petit peu plus compliqué quand même. C'est ce qu'on appelle le perfectionnement actif. Alors pareil, on peut avoir des composants pays tiers qui vont rentrer donc en Europe, en Union européenne, sous couvert d'un IM document d'importation avec un régime 51.00 cette fois-ci. Et qui vont subir un process industriel. Normalement, c'est un régime de transformation. À la suite de ce process industriel, on va obtenir ce qu'on appelle des produits finis, ou des produits finis, qui vont ressortir de ce perfectionnement actif sous régime EX, donc à l'exportation, et en 31-51, donc c'est une réexportation ensuite de perfectionnement actif, comme l'indique les deux codes qui sont juxtaposés. Bon, lors du traitement industriel,
et durant ce traitement industriel, il y a suspension des droits et de la TVA. Et ensuite, quand on réexporte, effectivement, il y a exonération totale des droits à payer, qui auraient été à payer sur les composants. Donc, il y a quand même une recette de cuisine, on va dire, puisque un produit fini, c'est un certain nombre de composants dans une certaine quantité chacun, etc., etc. Et donc, il faut effectivement, lorsqu'on sort le produit fini, aller rechercher dans les stocks de composants les quantités et les matières qui sont apurées par cette sortie. Hein, et évidemment, en fonction d'un certain nombre de critères, de FIFO et autres, pour respecter les délais qui sont impartis, parce que généralement, il y a quand même un délai de fabrication qui est imposé dans l'autorisation. Hein, et donc, il faut suivre tout ça, également par des états matières, comptabilité matière, des entrées et des sorties, et état des stocks permanents des composants sous régime de perfectionnement actif. Voilà un petit peu les contraintes. Bon, alors évidemment, l'avantage, c'est qu'on peut procéder à des fabrications sur le territoire de l'Union européenne à partir de matières premières peut-être achetées à moindre coût à l'étranger ou impossible à trouver sur notre territoire de l'Union et fabriquer à partir de là des produits finis qui vont pouvoir être exportés et donc profiter, je dirais, à l'économie interne de l'Union. Voilà, c'est pour ça. Ça, c'est un cas qui est assez banal, hein, parce que finalement, beaucoup de gens ont des composants tiers, entre guillemets, qu'ils importent et qui ensuite, pour des produits qui sont réexportés. Alors, je ne sais pas combien il y a, si vous savez combien il y a d'entreprises qui ont choisi ce système, mais pratiquement, je vais dire, la moitié des entreprises françaises, enfin qui exportent en tout cas, pourraient certainement bénéficier de ce système. Ah, oui, beaucoup, je pense. Après, il faut que ça en vaille la peine, c'est-à-dire il faut quand même des quantités à une échelle suffisante. Et puis, on s'aperçoit effectivement qu'il y a des corps de métier, d'activités dans lesquelles c'est plus fréquent que dans d'autres. Hein. Bon, c'est évident que la grande distribution, elle ne fait pas de perfectionnement actif. Par contre, effectivement, dans l'aéronautique, il y en a, ça c'est sûr. Et puis aussi dans la fabrication automobile et également dans la fabrication des tracteurs, j'en connais, etc. Bon, il y a énormément de cas où effectivement l'intérêt est évident. Vous en avez un, Béatrice? C'est une bonne question. Béatrice, on ne vous entend pas là. Il faut réactiver votre micro. Oui, c'est sous perfectionnement actif, oui, bien sûr. Voilà, donc, c'est-à-dire qu'une partie de vos composants viennent de l'étranger, vous assemblez sur place, ils sont réexportés. Forcément, pour les avions, c'est souvent réexportation. Ça je connais bien et de ce côté-là, ça va. C'est pas un problème pour moi. J'ai même été agent de transit et même déclarant en douane temporairement, mais voilà, même y compris côté industriel. Donc pour moi, c'est pas une surprise. C'est plus le reste ou un manque d'information et un manque de conseils. Enfin, je veux pas polémiquer, mais il y a des endroits où les gens sont plus arrangeants et d'autres beaucoup plus distants, malheureusement. Je parle en matière de douane, hélas. Je vois avec mon homologue écossais, c'est beaucoup plus facile. Je comprends pas. Donc c'est sûr qu'il y a un décalage et que j'en souffre parce que quand je vois mes homologues, ils n'ont pas cette difficulté. Voilà. Pour moi, c'est très dur parce que le problème que vous évoquez au niveau européen, c'est que la douane reste quand même une affaire de culture. Et chaque pays a sa culture. Et la traduction des textes européens se fait, je dirais, nationalement et donc fonction d'une culture différente les uns des autres. Et c'est vrai que la douane française ne fait pas partie peut-être encore des plus ouvertes, mais elle fait des efforts quand même, il faut le reconnaître. Bon, ça c'était un aparté. Je sais qu'il n'y a pas de douanier dans la salle. Il n'y a pas de douanier dans la salle, donc tout va bien. Ah, pardon? Et il y a un ancien douanier. Un ancien douanier, hein, d'accord. C'est un ancien douanier. La problématique, c'est qu'on parle des douanes, donc ça dépend du maillage territorial. Hein. Il y a des régions peut-être plus actives que d'autres, il est vrai. Et puis, comme dans tous les réseaux, ça dépend des gens. Le dernier sujet donc, que je voulais évoquer avec vous, c'est le perfectionnement passif.
qui est un peu le corollaire du perfectionnement actif. Ça permet d'envoyer des composants originaires de l'UE vers un pays tiers pour procéder à la transformation et à un process industriel. Donc ça sort de l'UE sous régime 21, c'est une exportation temporaire, hein, et donc le process de fabrication ayant lieu en pays tiers, ça nous revient normalement en IM régime 61-21, retour réimportation suite à exportation temporaire, et il s'agit cette fois-ci de produits finis. Alors on a pris un exemple textile parce que c'est un domaine où il y a énormément de perfectionnement passif, donc c'est un sujet qui est bien connu dans ce métier, et donc lorsque l'on réimporte le produit fini, l'avantage du perfectionnement passif, qui fait effectivement relation entre les entrées et sorties, tout comme le process précédent, on a une comptabilité matière, on a des états de stock de sortie et on réintroduit des produits finis qui viennent apurer à due quantité les composants. Et tout ça fait qu'en fait, aujourd'hui, on paye les droits de douane et la TVA sur la valeur de livraison. Avant, il y avait un calcul de taxation différentielle qui était assez complexe. Tout ça a été rangé au placard. Et maintenant, on calcule seulement les droits et taxes sur la valeur de livraison. Éventuellement, si le prestataire a apporté des matières premières complémentaires qui ne seraient pas originaires de l'UE, évidemment, il faudrait les intégrer dans son prix de revient et ce serait bien entendu taxable. Donc, j'envoie mes marchandises en textile, on pourrait prendre les voitures aussi, au Maroc, mes composants au Maroc, c'est assemblé au Maroc, ça revient en France grâce au système de perfectionnement passif. J'ai une gestion, une optimisation, si on peut dire, de l'ensemble de mon process douanier sur le sujet. Là aussi, il va falloir gérer pas mal de flux informatiques, ça doit être joyeux comme histoire. Donc, on s'amuse bien avec ça, mais bon. Une fois que c'est bien rangé dans les bonnes cases, c'est comme tout, hein, les paramètres sont bons, le traitement se fait, il n'y a pas de souci. Alors, je précise quand même, sans vouloir empiéter sur le sujet que Catherine doit nous développer concernant l'origine, c'est qu'au retour, effectivement, la taxation s'effectue sur la base de l'origine du pays de fabrication. C'est-à-dire qu'on considère artificiellement que et ce faisant, puisque je parle d'origine, effectivement, ces aspects perfectionnement actif ou passif peuvent avoir une influence directe sur l'origine finale des produits. Une transformation peut avoir pour effet de faire changer l'origine d'un produit. Et après, il faut en tenir compte dans la commercialisation, puisque si l'origine a changé, il va falloir que lors de la commercialisation, on indique la bonne origine. Et donc, il y a tout un enjeu à ce niveau-là. Voilà ce que je voulais dire sur les possibilités, les grandes possibilités. On pourrait étendre effectivement. Tout à l'heure, on a parlé de la nomenclature douanière. C'est sûr que savoir choisir la bonne nomenclature douanière de son produit est aussi un aspect important de la démarche de l'entreprise. Et comme l'a dit Jean-Michel Poncet, c'est vraiment quelque chose qui appartient à l'entreprise dans la mesure où c'est elle qui est en mesure de déterminer les caractéristiques du produit. Elle est capable, elle, de déterminer le produit dans la nomenclature, alors qu'un tiers qui soit prestataire, dont c'est effectivement le métier, qui a la compétence de la nomenclature, ne saura pas le faire forcément de bonne façon s'il n'a pas tous les éléments d'information sur les caractéristiques de la marchandise. Donc je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus de débat là-dessus. Il faut que l'entreprise se prenne en charge à ce niveau-là. Voilà ce que je voulais dire. Ok, comment on gère ça avec son transitaire, Jean-Michel? C'est fluide, parce que là, c'est quand même, il y a des allers-retours, il y a des tripartites. Comment on gère ça? Disons que c'est vrai que présenter, c'est déjà des facilités douanières qui sont intéressantes, mais il ne faut quand même pas se le cacher. Ça reste quand même très difficile à gérer.
il faut quand même pouvoir mettre les choses bien à plat. Alors, on le fait régulièrement, hein, nous-mêmes, en travaillant énormément avec l'Afrique du Nord. On a énormément de perfectionnement passif à gérer. Il faut quand même, moi, je recommande toujours la prudence. C'est tout à fait réalisable. Il n'y a aucun problème. Mais avant de mettre en place ce type de régime douanier, il faut déjà pouvoir se rencontrer, discuter, il faut qu'on puisse bien avoir les bonnes informations pour qu'on puisse arranger tout ça, puisqu'il y a quand même un contrôle de douane qui se fera, il y a une comptabilité matière à tenir, donc il y a quand même différentes étapes à travailler et à franchir calmement, sereinement, pour que les choses se mettent correctement en place. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier une chose, la douane est derrière, la douane le contrôle. On a régulièrement, nous, des contrôles qui viennent pour voir tout ce qui est comptabilité matière. Là, on est en train de travailler sur un dossier perfectionnement actif, quelque chose de très, très difficile. Et c'est un dossier que l'on travaille actuellement, nous, depuis 2 mois, pour une mise en place qui se fera début septembre. Oui, mais ça veut dire qu'il y a des gains appréciables qui doivent se faire. Oui. Alors ça, c'est indéniable. Ça, c'est indéniable. Il y a des gains, il faut y aller. Hein. Là, j'encourage les entreprises à le faire, mais il faut rester prudent. On n'y va pas en claquant des doigts, si je puis dire. On ne va pas mettre ce genre de régime comme ça. C'est le rôle d'un RDE d'accompagner les gens. Hein. C'est le rôle d'une société comme la nôtre de pouvoir accompagner ces entreprises, pour que ces entreprises nous exposent clairement leurs problématiques. Et là, nous, on va leur dire, on peut mettre en place un perfectionnement actif ou un perfectionnement passif, ou est-ce qu'il s'impose véritablement, parce que quelquefois, on n'est pas systématiquement obligé de le mettre. L'objectif, c'est de pouvoir trouver, d'optimiser tout ça, afin que l'entreprise puisse y trouver quand même un gain substantiel intéressant. C'est clair. Alors, il y a nos statuts. J'aurais précisé encore une chose, si vous me le permettez, c'est qu'en fait, on peut avoir une cascade de régimes économiques les uns après les autres. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un premier PA qui va s'apurer par un autre PA qui va prendre le relais. On peut avoir un PA qui va s'apurer par une mise en entrepôt sous douane en attente de réexportation, etc., etc. On a une palette complète de possibilités à travers ces 3 outils pour justement réaliser au mieux les intérêts de l'entreprise. Alors, je rejoins Jean-Michel sur le fait que ça demande peut-être un certain nombre de conseils ou de compétences, mais bon, les PAE, généralement, peuvent intervenir sur ces sujets-là et sont tout à fait compétents. Je ne doute pas que les RDE également puissent apporter leur savoir-faire, ce n'est pas un problème. Mais je pense que l'autorisation, elle est donnée à l'entreprise et c'est elle qui est directement responsable de ces flux et de ces comptabilités matières à l'égard de l'administration. C'est clair. Oui, tout à fait. Là, complètement d'accord. C'est toujours l'entreprise qui est responsable. C'est l'entreprise qui va présenter sa comptabilité matière. Donc, c'est vrai, le premier contact, c'est de pouvoir contacter la douane. Mais bon, on reste en France. Hein. Par rapport à ce qui a été dit auparavant, moi, je crois que je peux en parler puisque je suis un ancien de l'administration des douanes. J'ai fait le pas de passer dans le privé, j'étais agent-chargeur, maintenant je suis chez un RDE. On ne m'enlèvera pas de l'idée qu'il y a encore un problème de discussion entre l'entreprise et puis la douane. Alors, comme l'a dit Catherine, il y a quand même tout un réseau qui est quand même bien organisé avec les PAE pour pouvoir se rencontrer. Mais comme l'a dit Béatrice, c'est quand même hyper difficile. On n'est pas en Angleterre avec une douane très business. On n'est pas en Allemagne avec une douane très, très proche des entreprises. On est en France avec une douane qui se veut au préalable et au début régalienne. Ça, c'est clair. Je l'ai appris à l'école des douanes. J'ai encore un interlocuteur douanier qui me l'a répété il y a peu de temps et qui m'a clairement dit, en France, la douane, c'est le contrôle. L'accompagnement vient après. Donc, bon, on en pense ce qu'on en veut. La douane a fait énormément d'efforts. Ça, c'est évident. Catherine l'a bien dit avec tout ce qui a été mis en place au niveau des PAE, des cellules conseils. Mais ça demande de se faire accompagner. Encore faut-il les connaître. Et ça, ce n'est pas toujours évident. Et autrement, l'entreprise aussi, puisque s'il y a un problème de communication, ça ne vient pas forcément de la douane non plus.
Béatrice nous l'a dit, elle est très seule dans son entreprise. Ça ne m'étonne pas du tout. Le sujet douanier dans les entreprises est souvent encore un sujet tabou. Il y a une problématique douanière. Oui, bon, on en parlera plus tard. La stratégie douanière, la politique douanière, c'est des choses dont on parle encore très, très peu dans les entreprises françaises ou alors dans des grands groupes. Et je profite qu'on est clair du port de Barcelone. Il y a une différente acception. Bon, c'est un peu décousu, mais c'est pas grave. Je profite qu'on parle de sujet, en fait, ni plus ni moins. Et il y a une vision différente de la douane en Espagne sur un port comme le port de Barcelone, ou est-ce que cette vision unifiée européenne est valide? Alors, je dirais que la vision européenne est tout à fait valide, c'est-à-dire que toute procédure qui existe au niveau européen, forcément, on peut l'utiliser aussi en passant ces flux via Barcelone à l'import ou à l'export. Mais c'est vrai qu'après, comme on a dit tout à l'heure, il y a une douane en Allemagne, une douane en France, avec des sensibilités un peu différentes et une approche surtout client différente. C'est vrai que la douane en Espagne, je dirais qu'une caractéristique importante, c'est qu'elle s'est automatisée très rapidement et qu'elle a tendance à absorber très vite les nouveautés qui sont décidées au niveau de l'Union européenne. Donc, à force de se dématérialiser et de ne fonctionner que de cette façon, c'est vrai qu'il y a un fonctionnement qui n'est pas forcément évident pour l'utilisateur, qu'il soit en Espagne ou en France, mais qui a cette difficulté supplémentaire pour l'utilisateur en France, d'être reconnu comme entité par le système espagnol. Mais sinon, c'est vrai que toutes les facilités existent aussi en Espagne. L'important, c'est d'être bien accompagné pour l'utilisateur français qui veut passer par le port de Barcelone. L'important, c'est d'être bien accompagné par un agent douane sur place. Je confirme, en ce qui concerne le propos, la douane espagnole a toujours été très en avance dans la dématérialisation et dans la mise en place des relations électroniques. Oui, mais c'est vrai que maintenant, alors, si on est, enfin voilà, c'est pas forcément un avantage quand on va trop vite aussi, parce que c'est vrai que l'utilisateur aujourd'hui ne peut contacter la douane que de façon dématérialisée. Donc ça manque un petit peu de contact comme la cellule conseil qui existe en France. C'est un peu plus difficile d'accéder à la douane en Espagne. Si je peux me permettre, ce que je voulais dire aussi à Béatrice, c'est que souvent ces cellules conseil organisent des réunions. Alors là, c'est vrai qu'on est en période Covid, donc c'est plus compliqué, c'est des webinars, mais ils organisaient des réunions en local et ça permet surtout de rencontrer d'autres opérateurs qui peuvent, et c'est l'échange aussi entre entreprises qui est enrichissant et qui peut aider à se sentir moins seul. Et après, je rejoins ce qu'ont dit Alban et Jean-Michel, par contre, sur le côté un peu contrôle et aussi sur le fait qu'on se sent seul parfois dans l'entreprise, parce que la douane, même si on a senti un petit remous ces dernières années de la fonction douane en entreprise, on n'est pas encore dans beaucoup d'entreprises à mettre cette fonction et au niveau stratégique permettant effectivement de faire comprendre à tous les services les enjeux qu'il y a derrière. Non, ça c'est évident. On l'a bien vu ces 6 derniers mois avec la mise en place du Brexit. Disons que nous, on l'a très très clairement vu à notre niveau avec des gens, avec des entreprises qui n'avaient pas du tout compris l'impératif Brexit, qui n'avaient pas compris ce que cela amenait. Il y a eu les médias aussi, il y a eu tout ce qui s'est dit au niveau des médias. Et nous, on a quand même eu des cas très très flagrants de gens qui nous ont appelés complètement paniqués entre le 15 décembre et le 15 janvier et qui ne savaient plus quoi faire, quoi. Pour eux, ils n'avaient pas compris qu'il y avait une frontière qui se mettait en place. Ou alors, c'est des entreprises qui ont redécouvert le terme frontière, le terme douanier, et des entreprises qui travaillent uniquement sur l'échelon européen, au niveau de l'espace européen, et qui ont dû s'acclimater, si je puis dire, à toute cette nouvelle réglementation avec un pays tiers. Et là, ça a quand même été très, très difficile pour elles. Là, c'est évident.
évident. Et alors, est-ce que quand on a le statut d'exportateur agréé, est-ce que ça change quelque chose dans ses relations avec la douane ou pas du tout? Oui, oui. Bah, Oui. peut-être rappeler ce que c'est que le statut, peut-être? Alors, le statut d'exportateur agréé, c'est une facilité douanière. Alors, je sais que le terme fait des fois sourire parce que j'ai rencontré beaucoup d'entreprises qui m'ont dit non, ben, la douane n'est pas facile et la douane ne peut pas amener une facilité douanière. C'est pour ça qu'en France, il y a toujours, moi, j'ai 25 ans d'expérience, que ce soit en douane ou dans l'entreprise, et j'ai vraiment toujours ressenti cette méfiance entre l'administration et entre l'entreprise. Ça, c'est évident, indéniable. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, quoi. Et le statut d'exportateur agréé, c'est une facilité douanière prévue dans les protocoles d'origine de certaines relations préférentielles de l'Union européenne. Alors, c'est un peu compliqué, mais comme on l'a dit en tout début de matinée, l'Union européenne a signé énormément d'accords avec différents pays de par le monde, puisque l'Union européenne, c'est à peu près plus de 70 à 80 accords qui ont été signés avec des pays avec lesquels on peut échanger et avec lesquels on peut avoir certaines facilités douanières. Et alors, ce statut d'exportateur agréé, il est quand même relativement intéressant parce qu'il permet de simplifier l'ensemble des formalités d'exportation en permettant à l'exportateur agréé de certifier lui-même de l'origine préférentielle de ses produits par une simple déclaration spécifique qu'il va faire sur un document commercial, soit une facture, soit même une packing list, ce qui est quand même relativement intéressant. Donc là, il y a deux notions. Il y a déjà la notion d'origine. Il faut que l'exportateur agréé puisse certifier que le produit qu'il va exporter est bien d'origine européenne. Donc là, l'origine, on en parlera peut-être ultérieurement, mais c'est quand même quelque chose de relativement important, ça. Comment certifier que son produit est bien d'origine? Donc généralement, c'est par la règle de transformation. C'est pouvoir être en capacité de dire mon produit, je le fais en France ou en Allemagne, au sein de la communauté européenne, et il est bien d'origine Union européenne. Et à partir du moment où on est sûr que notre produit a bien cette certification, cette origine européenne, on a la possibilité, avec le statut d'exportateur agréé, d'exporter ce produit juste en mettant une simple phrase sur nos documents commerciaux, la facture, la packing list, comme quoi on certifie bien que ces produits sont d'origine européenne. Et on envoie Et comme on est exportateur agréé, donc c'est quoi? C'est un examen? Alors, c'est une demande. C'est une demande qu'on formule auprès de la douane. Et alors là, on revient à ce que l'on disait tout à l'heure. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de nous écouter qui vont nous dire ben, banco, moi je veux ça, mon produit il est d'origine européenne, donc j'y vais tout de suite. Et à 14h, ils vont appeler quel bureau au niveau de la douane? Ils ne sauront pas. Il n'y aura aucun bureau qui va être capable, même pas les PAE. Les PAE leur diront ah, ce n'est pas nous qui gérons ça. Donc là, pour pouvoir trouver les bons accompagnateurs, donc là, j'ai envie de dire, d'une manière générale, c'est souvent les RDE qui sont les mieux placés pour accompagner l'entreprise et pour pouvoir remplir un document spécifique qui va leur permettre d'être exportateurs agréés. Ils trouveront également ce document sur le site de la douane, aucun problème, mais il faut savoir, il faut trouver à quel bureau l'envoyer. Et ça, ce n'est pas toujours évident. Ça paraît simple pourtant. Mais on s'aperçoit très clairement au niveau de notre job qu'on a rempli beaucoup de documents spécifiques pour nos clients pour qu'ils aient le statut d'exportateur agréé. Et quand il faut les adresser aux bureaux concernés, généralement, c'est les bureaux qui sont géographiquement compétents, mais c'est pas toujours très clair puisque les bureaux vont se renvoyer les documents. Ah ben, ce n'est pas nous qui le gérons, c'est un tel. Et là, c'est un petit peu le flou artistique. Il faut quand même le reconnaître. Ok. Alors, on parlait d'origine. Donc, je trouve que ça devient aujourd'hui la notion d'origine aussi une raison fondamentale de l'optimisation. Enfin, pas une raison, mais un artifice essentiel de l'optimisation douanière en dehors des procédures. À part qu'il est un peu compliqué à manier.
enfin qui me semble plus compliqué que les autres procédures en tout cas, parce que là, pour le coup, pour définir l'origine du produit, c'est le concept de base, c'est l'un des concepts de base. Au niveau optimisation douanière, on parle généralement de la tarification du HS code, on parle de la valeur du produit qui est hyper importante, et on parle surtout de l'origine. Et l'origine, c'est le concept le plus difficile à définir. Oui, c'est évident. Bon, allez, des petites définitions de l'origine, Catherine. Alors effectivement, l'origine est un des 3 piliers de la douane avec la nomenclature et la valeur. Et effectivement, c'est une notion complexe. Alors d'abord parce qu'il y a beaucoup de confusion. Première confusion, les gens ont tendance à confondre origine, statut et provenance. Donc la notion d'origine est vraiment liée sur une notion de fabrication ou d'obtention. Donc on va dire qu'un produit est originaire d'un pays s'il a été entièrement obtenu dans un pays. Donc là, ça va bien marcher pour les matières premières, ça va être beaucoup plus compliqué pour un produit industriel. Parce que là, on va avoir des composants, des matières de différents pays, des stades de fabrication qui peuvent aussi intervenir dans différents pays. Et là, du coup, quand j'ai plusieurs pays qui interviennent, c'est quoi l'origine de ma marchandise? Donc là, on va parler de transformation. Alors, on verra substantielle ou suffisante, selon de quelle origine on parle, puisque en dehors du fait qu'il ne faut pas confondre l'origine avec le statut, qui est un droit de distribution dans un pays qui s'acquiert par le dédouanement et le paiement des droits et taxes, et avec la provenance, qui est de la logistique, ça vient d'où, la notion d'origine, en plus, elle se divise en deux. Puisqu'une marchandise a toujours une origine, c'est ce qu'on appelle son origine non préférentielle. À quoi elle sert? Elle sert à réguler les frontières, en même titre que l'espèce et la valeur. Elle sert à appliquer les politiques commerciales. Elle sert à mettre le made in sur un produit. Lorsqu'on met le made in sur un produit, on est sur une règle douanière. Donc, on est un outil marketing basé sur une règle douanière. Donc là, vous voyez qu'on a plein d'interactions avec les autres services, finalement, de l'entreprise. Puisqu'il faudra respecter une règle douanière. Mais l'origine non préférentielle, elle ne permet pas de gains financiers. Elle permet de l'image avec le made in, elle est obligatoire sur les déclarations d'import pour la régulation du marché, mais ne va pas permettre d'optimisation. La notion d'origine qui permet l'optimisation, c'est ce qu'on appelle l'origine préférentielle. Pourquoi on parle de préférentielle? Parce que ça permet d'accéder à une préférence tarifaire, c'est-à-dire une minoration ou une minoration, voire une exonération du droit de douane. Donc, la première chose à faire dans une entreprise, déjà, c'est comme je l'ai dit, il faut avoir la compétence pour mettre à plat ces flux, ces produits, et regarder s'il y a des droits de douane. Est-ce que mes produits sont soumis à droit de douane? Alors, à l'import dans l'UE, la moyenne, elle est à 5,1 de droit de douane. Il y a des produits, tous des secteurs d'activité qui sont à 0%. Donc, il faudra déjà regarder si à l'import dans l'UE, j'ai des droits de douane. Mais à l'export, par contre, on a des pays qui ont des droits de douane très importants. Donc là, on va être sur de la notion de comment je vais me placer, moi, en termes de concurrence à l'export dans des pays où un droit d'accès au marché est conséquent. Donc la première chose, c'est déjà regarder s'il y a des droits de douane. Et ensuite, effectivement, depuis ce matin, on a parlé plusieurs fois des accords commerciaux. Alors, je vais vous partager, du coup, mon écran. Hop, justement, alors, share screen. Choisissez fenêtre. Je vais y arriver. Oui, oui, j'ai pas trop de soucis, je regarde. Ouais, j'ai pris fenêtre, mais je suis en train de regarder. Laquelle est-ce? Laquelle est-ce? Parce qu'il ne me la sort pas. Il ne me propose pas la fenêtre que je veux. Béatrice, pendant que Catherine cherche, ça correspond un petit peu tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant à en fait nos conversations précédentes. Donc on va pas réinsister dessus, mais vous globalement en termes, enfin vous faites régulièrement une analyse d'optimisation en fait de vos procédures douanières dans l'entreprise, ou est-ce qu'on reste sur des acquis quand on est en poste et parce qu'on est toute seule, on n'a pas le temps de faire de l'optimisation ou de recherche d'optimisation? C'est pas évident, c'est assez complexe. Enfin, moi, j'essaie plutôt de recevoir mes colis rapidement, parce que je suis dans l'aéronautique.
on stocke pas, c'est en flux tendu. Et moi, c'est plutôt trouver des facilités, parce que suite au Brexit, vous y avez parlé, et il faut savoir que chez les expressistes, il y en a certains qui n'arrivent pas à émettre des T1. Je pense pas qu'un T1, ce soit impossible à faire. Et aujourd'hui, je suis doublement pénalisée parce que mes colis n'arrivent pas en temps et en heure et qu'il faut plusieurs jours pour émettre un T1. Donc voilà, moi je cherche plutôt à simplifier, mais c'est pas si évident que ça, parce que je suis obligée de me renseigner et de m'assurer que ça vaut vraiment la peine, quoi. Et avec les événements, les retards, les gens qui sont pas disponibles, les vacances, le Covid, enfin c'est très dur d'avoir des informations. Et puis le Brexit a beaucoup pénalisé. Bon, est-ce que Catherine a pu partager ces documents? Waouh! Oui. Donc là, vous avez justement, Jean-Michel disait tout à l'heure qu'on a à peu près 80 pays. Effectivement, l'Union européenne, alors c'est l'Union européenne qui passe des accords, a fait un petit map de tous les accords qu'a l'Union européenne. Alors l'Union européenne est un accord en soi, mais après vous avez ici en bleu clair et en rouge ce qui est en vigueur. En bleu un peu plus clair, ceux qui sont en cours de ratification, puisqu'il y a toute une phase d'adoption et de ratification de ces accords, donc ceux-là, on ne peut pas encore les utiliser. Et puis, en jaune, ceux qui sont en cours de négociation. Donc, ça fait beaucoup d'opportunités. Et de plus en plus, on a des accords avec des pays dits développés. Avant, on avait plus, en dehors de la sphère européenne, Suisse, Norvège, etc., on avait beaucoup d'accords avec des pays en voie de développement, mais maintenant, on a aussi le Canada, on a le Japon, est en cours de négociation l'Australie. Donc, de plus en plus d'opportunités. Donc oui, c'est des opportunités à la fois pour le sourcing, à l'import, si on a des droits de douane sur les produits, mais effectivement, la première chose à faire, c'est déjà en interne, dans l'entreprise, de regarder si nos produits sont soumis à droits de douane. S'ils sont soumis à droits de douane, on a vu tout à l'heure avec Alban qu'on peut utiliser les régimes du stockage sous douane, du perfectionnement actif, mais ces régimes demandent des suivis, il faut des déclarations d'entrée, des déclarations de sortie, une comptabilité matière à tenir. Donc, il y a un ratio aussi coût-bénéfice à faire. Et l'origine préférentielle peut être une alternative. Pourquoi? Parce que si on respecte ce qui est négocié dans l'accord, donc des notions de produits entièrement obtenus ou de transformation, et là dans les accords on parle de transformation suffisante. Pourquoi suffisante? Suffisante au regard de ce qui a été négocié dans l'accord, parce que c'est une négo, donc négo entre des pays, et qu'on négocie pas pareil avec le Canada qu'on va négocier avec le Maroc ou qu'on va négocier avec le Japon, le Vietnam. Et donc du coup il y a des minima de fabrication qui sont repris dans les accords, et pour ça on parle de transformation suffisante au regard des règles de l'accord. Donc, beaucoup d'opportunités. Oui. Et le bénéfice peut être important? Alors, le bénéfice, je vous ai mis un exemple. Par exemple, vous voulez optimiser votre sourcing, alors, tout à l'heure, Alban avait pris le textile, j'ai fait pareil. Pourquoi? Parce que le textile, à l'entrée de l'UE, les vêtements, c'est 12% de droits de douane. Donc, secteur fortement taxé. Donc, taux normal à l'entrée de l'UE, si on n'utilise aucune optimisation douanière, on paye 12% de droits de douane pour tout vêtement fabriqué, quel que soit le pays. L'Union européenne a signé un accord avec le Maroc, donc une marchandise qui est fabriquée au Maroc en respectant les règles de l'accord. Donc, par exemple, pour un vêtement au Maroc, on demande une double transformation. Il faut qu'il y ait le tissage, le tissu doit être tissé donc au Maroc, plus la confection doit être faite au Maroc. Donc, ça demande quand même beaucoup de transformation. Mais si on a ça, le taux préférentiel, on pourra importer ces vêtements du Maroc à 0% au lieu de 12%. Donc là, on a un gain certain. À l'export, si on est plutôt dans une optimisation de distribution, on a un des derniers accords qui ont été signés et qui sont entrés en vigueur, c'est le Vietnam. Donc, si je suis une société française qui fabrique des câbles en France, comme l'UE a passé un accord avec le Vietnam, le taux normal à l'entrée, taux droit de douane normal à l'entrée du Vietnam est de 10%. Actuellement, comme des accords prévoient des baisses
dégressive aussi. Ça, il faut en tenir compte. Il y a ce qu'on appelle du démantèlement tarifaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas tout de suite zéro, hein, comme le Maroc est un accord beaucoup plus ancien, donc on est déjà à zéro. Le Vietnam, ça va prendre quelques années. Et par exemple, pour des câbles, il faudra attendre 2025 pour arriver à zéro, mais déjà en 2021, je suis à 6,6 à l'entrée du Vietnam au lieu de 10. Donc, je suis plus concurrentielle à l'entrée, moins cher pour mes clients. C'est aussi un argumentaire de vente, hein, de négociation pour les commerciaux, en disant, bah moi, si mon câble, je peux lui attribuer une origine préférentielle parce que j'ai une transformation suffisante. Alors, sur les câbles, on va être plus sur des notions de valeur ajoutée, hein, dans l'Union européenne, ou plutôt, voilà, il va falloir regarder les valeurs des matières qui rentrent, des différents composants qui rentrent dans le câble. Mais on a un gain réel pour le client, donc un argumentaire de vente. Donc, du coup, ces accords, c'est des opportunités pour optimiser le sourcing, pour optimiser la distribution et pour optimiser les lieux de fabrication. J'ai été dans une entreprise il y a quelques temps, puisque l'origine, c'est une notion sur laquelle on a beaucoup de questions à l'audace, hein, dans le cadre de la hotline, et aussi on nous demande beaucoup de formation. J'ai été dans une entreprise qui était une PME en France, qui avait besoin de cours sur l'origine. Donc, on avait déjà travaillé beaucoup sur... je leur ai fait une formation sur l'origine. Et dans le cadre de cette formation, ils m'ont dit qu'ils étaient aussi en train de monter un partenariat avec une usine mexicaine pour pouvoir accéder au marché nord-américain. Parce qu'il y a les accords de l'UE, mais vous avez l'accord Mexique, Canada, États-Unis. L'UE n'a pas d'accord avec les États-Unis. On en a avec le Mexique, avec le Canada, mais pas avec les États-Unis. Mais comme il y a une notion de fabrication, bah même si j'ai un accord avec le Mexique et que j'envoie mes marchandises au Mexique, si je vais aux États-Unis, ça paiera des droits de douane. Donc, il passe un partenariat avec une entreprise locale pour pouvoir accéder plus facilement au marché américain. Donc, on a aussi l'optimisation des lieux de fabrication qui peut être faite en fonction des partenariats ou des implantations qu'on veut faire. Ça veut dire qu'il faut revoir complètement sa supply chain, en fait, quand on veut analyser ça, de A jusqu'à Z. Mais par contre, que le gain, est-ce que c'est ton exemple en particulier, Catherine, qui est vraiment très favorable? Parce que 10%, c'est parfois plus que la marge que l'entreprise, enfin, quand je dis parfois, c'est même souvent, plus que la marge de l'entreprise quand elle fait une fabrication industrielle. Tout à fait. Donc, ça peut être, comme je l'ai dit, un argumentaire. Alors après, comment est-ce qu'on profite de ces accords? Il faut, comme on l'a dit, mettre à plat. Donc, il faut maîtriser et sécuriser les règles d'origine qui sont négociées dans chaque accord. Il va falloir fournir, recevoir des justificatifs d'origine préférentielle qui peuvent être soit des documents, soit, comme l'a dit Jean-Michel, être exportateur agréé. C'est pour certains accords est justifié par une mention sur un document commercial. Et quand on est à l'import, il faut le solliciter parce que c'est jamais automatique. Le fait de payer moins de droits de douane, il faut le demander à la douane. C'est des remplages spécifiques sur la déclaration de douane. Du coup, les risques, non, hein, c'est une perte de recettes pour les États. Donc, perte de recettes, il y a aussi beaucoup de contrôle à l'import. Et on oublie qu'à l'export, l'origine peut être aussi contrôlée. Alors, pourquoi? Parce que tous ces accords prévoient de la coopération administrative. Donc, si la douane du pays d'import, elle a un doute sur l'origine qu'on lui présente, l'origine préférentielle, elle peut demander à la douane du pays d'export d'aller faire des vérifications. Et j'ai eu le cas aussi dans une entreprise qui... alors, c'était une entreprise qui fabriquait des produits qu'elle exportait dans un pays du Maghreb et il y avait 30% de droits de douane à l'entrée de ce pays du Maghreb. Et cette entreprise, elle fabriquait en France. Et puis, elle a fait une collection moins chère et cette collection, elle l'a délocalisée en Chine. Mais elle avait l'habitude d'envoyer ses produits avec un document qui s'appelle un EUR1 qui permettait donc de payer à son client local, de payer 0% au lieu de 30% je crois que c'était la Tunisie. Donc, c'était important comme baisse. 30%, c'est énorme. Comme je l'ai dit, certains pays ont encore des droits très importants. Et puis, ils ont délocalisé pour une collection un petit peu plus bas de gamme. Sauf que, comme ce n'était pas sécurisé dans l'entreprise et qu'ils avaient l'habitude de faire le EUR1 à l'export, ils ont fait aussi un EUR1 à l'export pour ce bas de gamme fabriqué en Chine. Le problème, c'est que l'accord dit qu'il faut que ça soit fabriqué dans l'UE. Et du coup, la douane tunisienne a eu un doute et elle a demandé une vérification par la douane française auprès de cette société. Et évidemment, ça débouche sur des amendes. Ça débouche sur des amendes en France pour la société, des amendes et puis de la récupération de droits de douane sur la société cliente qui, en plus, du coup, va se dire la prochaine fois, moi, je ne commande pas. Donc, il faut maîtriser et sécuriser les règles. Et la difficulté, c'est que ces règles, elles peuvent être différentes d'un accord à l'autre.
L'Union européenne essaye de négocier les mêmes règles, mais c'est de la négociation. Donc, on ne négocie pas pareil. Du coup, vous pouvez avoir des règles qui sont différentes d'un accord à un autre. Et là, ça devient compliqué parfois en entreprise, puisqu'il faut regarder ces règles. Ensuite, il faut voir l'interaction aussi avec les autres facilités qu'offre la réglementation. Alban nous a présenté le perfectionnement actif. On transforme, mais on transforme sous douane. Eh bien, dans certains accords, on ne peut pas bénéficier à la fois de la transformation sous douane que nous offre le perfectionnement actif et justifier une origine préférentielle à l'export. Il va falloir choisir le beurre ou l'argent du beurre. On ne peut pas avoir les deux. Dans certains accords, on pourra, mais pas dans les deux. Pas dans tous. Ensuite, il faut maîtriser ces justificatifs d'origine qui ne sont pas les mêmes selon les accords. On va faire une attestation d'origine en étant exportateur enregistré vers le Canada, et puis on va faire une déclaration d'origine en étant exportateur agréé vers la Suisse. Et puis, on va faire... Catherine, ça demande une chose, en fait, c'est de se faire accompagner, hein, parce que le gain est certain. Le gain est certain. Ces accords ont été mis en place d'ailleurs pour permettre des gains comme cela, c'est vraiment des accords préférentiels. Donc, alors, je pense que la première des choses à faire, à mon avis, quand on est une entreprise, c'est il faut vraiment les regarder, ces accords. Si on ne les regarde pas, donc il faut les lire au moins, et peut-être se faire aider dans la lecture, parce que moi j'en ai lu quelques-uns. C'est un peu ardu, dirons-nous. Alors, l'avantage, c'est qu'il y a des concepts qu'on retrouve dans tous les accords. Donc, si on comprend ces concepts, ensuite, la lecture est plus simple. Mais après, effectivement, ça reste des textes juridiques. Hein. Donc, il faut connaître le vocabulaire. C'est le problème de la douane. Hein. Il y a un vocabulaire douanier. Et il faut décrypter l'accord. Et ça peut être source pour... là où ça va poser... Alors, c'est parfois pas forcément dans les petites entreprises que c'est le plus dur parce qu'on a moins de produits à gérer. C'est souvent dans les grandes entreprises, vous avez une multitude de produits. Et après, c'est aussi là où quand on a du multisourcing. Le multisourcing va complexifier forcément. Donc, il y a des méthodologies à acquérir et donc forcément, ça passe. Mais ça passe, il faut que cette connaissance elle soit dans l'entreprise. C'est pas là, pour le coup, on peut être accompagné par un prestataire de conseil plutôt. Par contre, c'est l'entreprise qui connaît ses fournisseurs, ses processus de production. Parce que les règles d'obtention sont basées souvent sur des processus de production. Moi, ce que je retiens, en fait, c'est que, en tout cas, c'est une analyse complète et complexe, oui. Que ça vaut le coup certainement, mais que effectivement, ça demande, j'allais dire, un peu de travail quand même pour pouvoir en bénéficier. Enfin, c'est pas de façon intuitive. Ce n'est pas intuitif. Claire, enfin, je veux dire, aucun système est intuitif, donc ça veut dire qu'il faut se faire accompagner ou avoir les bons outils. Si on n'a pas les bons outils, on parlait de procédure de dédouanement. Si on n'a pas les bons outils, eh ben, on y passe des heures, alors que si on a les bons outils, on y passe des minutes. Donc, en tout cas, on a modélisé le process. Donc, c'est un peu pareil. Claire, qu'est-ce qu'un port va pouvoir nous apporter à nous chargeurs en matière d'optimisation douanière? Alors, c'est vrai qu'au travers de notre travail de promotion du port en France, donc avec Nathalie Thomas et aussi Xavier Luc, qui nous a accompagnés pendant de nombreuses années sur la compétence douane, ce qu'on a constaté en fait en rencontrant différents transitaires qui pouvaient être amenés à utiliser Barcelone pour des questions de proximité géographique ou de recherche de services maritimes en particulier, c'est que pour que ce soit simple, en fait, il y avait besoin d'un certain nombre d'outils. Donc, l'un des outils que l'on propose au port, c'est une marque de qualité, en fait, un plan de qualité qui regroupe donc plusieurs entités, à la fois des entités privées, donc sociétés privées type transitaire, transporteur et compagnie maritime. On a bien donc ces trois métiers qui sont représentés dans la marque de qualité. Ensuite, on a aussi les terminaux maritimes qui sont gérés par des sociétés privées à Barcelone. Particularité, c'est qu'on a aussi la douane. C'est-à-dire que dans le cadre de cette marque de qualité, on a pu être amené à dialoguer avec la douane, à soumettre des difficultés qu'il pouvait y avoir
Et en échange, donc, la douane s'est intégrée aussi au processus de la marque de qualité et s'est engagée sur un certain nombre de délais. Alors, donc, un premier point, c'est que la douane s'est engagée à respecter certains délais de dédouanement et elle s'est engagée aussi à, par exemple, ne pas multiplier les positionnements dans le cadre d'inspection. Donc, s'il y a plusieurs types d'inspection, une inspection en douane et une inspection des services sanitaires, par exemple, la douane s'est engagée à se coordonner avec les autres services pour qu'il n'y ait pas plusieurs positionnements, parce que dès qu'il y a un positionnement d'un conteneur dans le cadre d'une inspection, il y a des coûts. Il y a des coûts, il y a du temps aussi. Et donc, pour éviter ça, la douane s'est engagée dans la marque de qualité aussi à éviter ces doubles positionnements. Donc, dans le cadre de ce plan de qualité, c'est vrai que ça nous permet aussi d'avoir un certain nombre d'entreprises qui s'engagent à respecter des standards. Il y a aussi, par exemple, pour un transitaire, s'engager à respecter la date d'embarquement prévue, par exemple. Donc, c'est vrai que ces transitaires qui sont inscrits dans la marque de qualité du port, on peut les recommander auprès des opérateurs français en tant que correspondants, en tant qu'agents. Et du coup, ça, c'est une première façon, en fait, de simplifier le passage par un port qui est différent d'un port français. Autre outil qu'on met à disposition, c'est un outil de tracking qui est traduit en français, qui permet de suivre son conteneur dès le moment où il rentre, où il rentre dans l'enceinte portuaire. Donc, à l'export, ça permet de voir, par exemple, s'il est bien rentré sur le terminal, c'est-à-dire si le transporteur a bien pu mettre à quai le conteneur. Ça permet de voir aussi s'il a bien embarqué et si la douane est validée, apurée. À l'import, dans l'autre sens, ça permet de voir donc, si le navire est bien arrivé à Barcelone, à quelle date, si le conteneur est vu à quai et si la douane a été transmise, s'il y a une inspection. Donc, il y a quand même un certain nombre d'informations qui peuvent être communiquées en toute transparence à l'utilisateur. Donc, ça, c'est vrai que c'est une aide également. Donc, l'optimisation douanière dans votre cas, c'est en fait une optimisation du flux et de l'information du flux qui permet en fait d'augmenter la qualité de la prestation perçue. Quoi. Oui, c'est plutôt le fait de gommer en fait la distance géographique, le fait qu'on ne parle pas la même langue, que peut-être on a des horaires qui sont un petit peu décalés, par exemple l'horaire du repas en France par rapport à l'Espagne. Donc c'est vrai que toutes ces difficultés qui existent, pratiques, on essaye de les gommer avec ces outils donc en ligne et puis aussi la présence de délégations en France qui accompagnent jour le jour. C'est comme ça aussi qu'on a vu différents cas qui pouvaient se produire sur des difficultés qu'avaient les transitaires à interpréter ce qu'on leur demandait à Barcelone. C'est vrai. Ouais, ok. On n'arrive pas très loin de la fin de ce colloque. Donc, si vous avez des questions à poser, si vous voulez poser des questions, c'est maintenant. Alors, je sais bien que tout le monde a été d'une clarté absolue et que vous pouvez de toute façon leur poser des questions en aparté. C'est-à-dire, vous savez que chacun sur la plateforme, vous allez pouvoir poser des questions, ou vous pouvez poser des questions à Alban ou à Catherine ou à tout le monde en fait. Comme ça, ils pourront peut-être répondre à votre propre, vos propres problématiques. Pour tout vous dire, c'est même ce qui est en train de faire Béatrice directement aux intervenants dans la plateforme d'enregistrement. Et je voyais qu'elle fait ses petites apartés en même temps pour trouver des solutions pour ses propres problématiques. Donc, en synthèse, qu'est-ce qu'on peut dire Alban, on a un certain nombre de procédures qui sont des procédures classiques douanières qui sont bien maîtrisées, qui demandent à être analysées. Elles ne sont pas forcément hyper complexes à mettre en place. Non, non.
Après, il y a toujours, je veux dire, il faut la compétence, il n'y a pas d'histoire. On ne peut pas manipuler des opérations douanières sans avoir une compétence au préalable. Donc, qui dit compétence dit formation et information. Donc, tout ça, c'est effectivement des préalables. Après, au niveau des procédures, soit on intègre dans l'entreprise la fonction douane et on la traite soi-même, soit à la limite, on la confie à un prestataire RDE si on ne se sent pas la compétence de faire les opérations. Mais on l'a dit tout au long de cet exposé, c'est que même si on confie, il faut maîtriser quand même, parce qu'on ne peut pas confier en aveugle des opérations à quelqu'un sans savoir de quoi il retourne. Donc, de toute façon, la compétence, elle est nécessaire. Après, sur les processus douaniers avantageux, j'ai entendu dire, oui, mais c'est compliqué, le perfectionnement actif ou le perfectionnement passif, etc., etc. Oui, ça a une certaine complexité, mais avec les outils actuels de gestion informatisée, on arrive effectivement à suivre ça très bien et sans grosse difficulté majeure pour les opérateurs qui finalement, bon, d'accord, ils font 2 déclarations au lieu d'une, peut-être, mais elles sont liées entre elles et elles sont tout à fait cohérentes. Donc le risque de contrôle, si les informations qui sont en amont sont bonnes, bien sûr, parce que normalement, les quantités et les valeurs doivent être constamment à jour à tout instant. Donc, je pense qu'il ne faut pas non plus monter en exergue les difficultés de ce type de régime pour éviter d'y faire appel. Il y a des outils pour ça, et justement, on peut y faire appel, et c'est avantageux. Je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas forcément, que Alban dirige... tu es l'archi-leader français du sujet du logiciel douane. Enfin, je ne sais pas si on peut dire archi-leader, mais tu équipes quand même beaucoup. C'est une position toujours un peu inquiétante, parce que quand on est leader, tout le monde essaye de vous rattraper. Donc, il ne faut pas croire que c'est une position sécurisante. On est toujours à la pointe et on essaye toujours d'améliorer pour justement garder cette position de leader. Non, mais en tout cas, ce que tu dis est rassurant quelque part, hein, parce qu'en fait, ça permet de dire aussi que même si on n'a pas la compétence parfaite, il y a des outils qui permettent de modéliser et effectivement de pouvoir simplifier ça dans l'entreprise. Donc voilà, et effectivement, sans ça, on passe la balle à ton voisin qui, en tant qu'RDE, va pouvoir gérer des opérations pour le compte d'eux. Et l'un n'est pas antinomique de l'autre, d'ailleurs, au contraire. On a tous les cas. Dans notre clientèle, on a tous les cas. On a des cas, effectivement, où les entreprises ont intégré parce que les volumes, parce que la compétence est là et le personnel est là, et d'autres qui, même si elles ont les procédures à leur nom auprès de l'administration, ont confié leur exécution à des RDE. On a tous les cas de figure, il n'y a pas de souci. OK. Bon, merci à vous tous de cet exercice bien intéressant. En tout cas, ça montre que même avec une administration figée et pas toujours communicante, même avec, j'allais dire, toutes les complexités d'un code douanier européen, et ben, en fait, il y a des matières d'optimisation assez fortes et qu'il faut s'en préoccuper parce que, effectivement, que ce soit au niveau des procédures comme au niveau de l'origine, on a matière honnêtement à gagner effectivement pas mal d'argent ou à gagner une compétitivité qui était peut-être plus difficile à trouver auparavant. En tout cas, ceux qui le font, ils sont plus compétitifs que les voisins et donc moyennant quoi, ça permet de vendre plus, quoi, tout simplement. Donc, encore une fois, la douane est aussi un outil de compétitivité de l'entreprise. Effectivement, il y a peu de temps, on n'aurait peut-être pas tout à fait dit ça il y a 15 ou 20 ans. Et ben là, maintenant, on peut se le dire, c'est même certain. Voilà, merci à vous tous d'avoir participé à cette session. Alors, on va se retrouver tout à l'heure pour ceux qui sont intéressés par les problématiques du TVA et du e-commerce et de la nouvelle loi qui est le règlement, pardon, de l'Union européenne, qui est entré en vigueur le 1er juillet dernier et qui nous crée tous des problèmes. J'avais rien compris. On avait fait un colloque le 4 février avec l'administration fiscale et honnêtement, j'avais rien compris. Enfin, j'ai rien compris. Difficilement, pourtant je connais un peu le sujet, donc voilà. Donc là, on a dit, on réitère, mais on réitère avec
des gens qui vont nous simplifier ça et qui vont nous permettre de bien comprendre. Donc, on aura Stanislas et Honor Roquebert, on aura Claire Fournier et Hubert Pacantan de l'UTF qui vont bien nous brosser le débat. On va essayer de faire ça en 45, 50 minutes, 1 heure à tout casser. Voilà, je vous rappelle qu'à 14h15, vous avez le networking du port de Barcelone et que ensuite on va parler à 15h de transport aérien qui est en mutation avec le Covid. Qu'est-ce qui va arriver? Comment ça va revenir ou pas? Est-ce qu'on va à nouveau avoir des avions pour pouvoir transporter notre marchandise, plus les problématiques RSE qui sont assez compliquées, qu'on a le webinaire sur le Brexit de Thérèse-Anne Ami qui va nous dire un peu où on en est, et enseignement très court, 15 minutes, poum, à 16h. Elle est très, très concise, Thérèse. Et enfin, la maîtrise de la supply chain. En Chine, on termine par l'apothéose. C'est comment est-ce qu'on va bien pouvoir faire pour pouvoir transporter nos marchandises et faire de la supply chain en Chine dans un espèce de bazar qu'on a évoqué ce matin, ambiant qui est assez compliqué. Voilà, merci, à tout à l'heure, 14h, je compte sur vous.